Dans un royaume où les puissants marchent la tête haute et où les humbles n'ont que le silence pour se défendre, une simple paysanne va voir sa vie basculer en un seul instant. Au cœur d'une forêt redoutée, où les rumeurs courent plus vite que le vent, elle va faire une rencontre qui brisera toutes les frontières, celles de la peur, de la loyauté et même du destin. Comment une femme sans nom reconnu pourrait-elle changer le cours d'une histoire qui n'a jamais été écrite pour elle? Car ce qu'elle découvre ce jour-là ne ressemble ni à un miracle, ni à une malédiction. C'est quelque chose de bien plus dangereux, un secret qui, s'il venait à être connu, pourrait détruire sa vie, son village et tout ce qu'elle pensait comprendre du monde des nobles. Et pourtant, elle n'a pas le choix. Une seule décision, un seul geste pourrait la sauver, ou la condamner à jamais. Et alors qu'elle croit avoir tout vu, tout compris, une voix, faible, presque brisée, prononce une phrase qui fera trembler jusqu'aux pierres du royaume. Une phrase qu'elle n'oubliera jamais, et que vous n'êtes pas prêt d'oublier non plus. Car c'est exactement à cet instant que son destin s'effondre, et que votre histoire commence. La forêt sentait la pluie et le danger. Lia serrait son châle de laine contre sa poitrine, ses doigts gercés par le froid de ce matin d'automne, qui refusait de céder au soleil. Les arbres au-dessus d'elle formaient une voûte sombre, leurs branches entrelacées comme les doigts d'une vieille femme qui aurait cherché à retenir le ciel. Elle avançait prudemment, ses bottines de cuir usées craquant sur les feuilles mortes, son panier vide accroché à son bras. Elle cherchait du bois sec, quelques branches qui pourraient alimenter le feu de la chaumière familiale pour 2 ou 3 jours encore. Mais quelque chose dans l'air ce matin-là lui serrait la gorge, un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle s'arrêta brusquement. Des voix, lointaines, étouffées, mais indéniablement présentes. Son cœur se mit à battre plus vite. Lia tourna la tête vers la droite, puis vers la gauche, scrutant les ombres entre les troncs centenaires. Personne. Pourtant, elle aurait juré avoir entendu des hommes parler, peut-être même crier. Elle resta immobile pendant ce qui lui parut une éternité, retenant son souffle, l'oreille tendue. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus d'elle, créant un murmure inquiétant qui semblait lui dire de partir, de rentrer chez elle immédiatement. Mais Lia était têtue, et sa famille avait besoin de ce bois. Elle reprit sa marche, plus lentement cette fois, évitant les branches qui auraient dû craquer sous ses pas. Son père lui avait toujours dit que la forêt était un lieu de mystère, un endroit où les règles du village ne s'appliquèrent pas toujours. Les bandits, les déserteurs, les hommes recherchés par la justice du royaume, tous trouvaient refuge entre ces arbres. Une jeune femme seule, même à 38 ans avec l'expérience qu'elle avait accumulée, restait une cible facile. Lia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle devrait faire vite et repartir avant que la brume matinale ne se transforme en pluie. C'est alors qu'elle le vit. Au début, ce n'était qu'une forme sombre à demi cachée par les fougères et les ronces. Lia crut d'abord à un animal mort, un cerf peut-être tombé lors d'une chasse. Mais en s'approchant, le souffle coupé, elle distingua les contours d'un corps humain. Un homme. Il gisait face contre terre, un bras replié sous lui, l'autre étendu dans une position anormale. Ses vêtements, bien que couverts de boue et de feuilles, avaient une qualité que Lia reconnut immédiatement. Ce n'était pas l'étoffe grossière que portaient les paysans. C'était du tissu fin, sombre, avec des coutures soignées qu'elle n'avait vues que sur les voyageurs de passage ou les marchands fortunés. Son premier instinct fut de fuir. Tout son corps lui hurlait de faire demi-tour, de courir jusqu'au village et de prévenir les anciens. Mais quelque chose la retint. L'homme ne bougeait pas, mais elle pouvait voir sa poitrine se soulever faiblement. Il respirait. Il était vivant. Lia jeta un regard autour d'elle, cherchant n'importe quel signe de danger, puis s'agenouilla lentement près de lui, son panier tombant dans l'herbe humide. Elle tendit une main tremblante et toucha son épaule. Le tissu était froid, trempé de rosée. Aucune réaction. Elle le secoua doucement, puis plus fermement. Toujours rien. C'est alors qu'elle remarqua le sang. Une tache sombre s'étendait sur le côté gauche de sa tunique, juste sous les côtes. Il était blessé, gravement. Lia sentit la panique monter en elle. Que devait-elle faire? Si elle le laissait ici, il mourrait certainement avant le soir. Mais si elle l'emmenait au village, elle s'exposerait à une avalanche de questions et de soupçons.
Une femme célibataire qui ramène un homme inconscient dans la communauté? Les langues se déliraient immédiatement. On l'accuserait de l'avoir volé, ou pire, d'avoir entretenu une liaison secrète dans la forêt. Le père Anselme, avec son regard sévère et ses sermons sur la vertu, ne manquerait pas de la pointer du doigt. Et Madame Gertrude, la voisine qui passait ses journées à sa fenêtre à surveiller le moindre mouvement suspect dans la rue, elle ferait circuler les rumeurs les plus folles. Lia pouvait déjà imaginer les chuchotements, sorcellerie, adultère, peut-être même complicité avec des bandits de grand chemin. Mais laisser cet homme mourir, Lia ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Sa mère, avant de partir rejoindre les anges il y a 10 ans, lui avait toujours dit qu'une vie humaine valait plus que n'importe quelle réputation, que Dieu jugeait les actes du cœur, pas les apparences. Lia rouvrit les yeux et examina l'homme plus attentivement. Il avait un visage fort, des traits nobles malgré la saleté qui les recouvrait. Ses cheveux bruns, emmêlés de feuilles et de brindilles, encadraient un front haut. Il devait avoir environ 40 ans, peut-être un peu moins. Une barbe de plusieurs jours ombrait sa mâchoire. Ce n'était pas un jeune écervelé, mais un homme fait, quelqu'un qui avait vécu, qui avait connu le monde. Elle chercha des yeux une arme, une épée ou un poignard, mais ne trouva rien. Étrange. Un homme de cette apparence portant ses vêtements voyagerait normalement armé. Où était son équipement? Avait-il été attaqué et dépouillé? Lia sentit son pouls s'accélérer à nouveau. Les bandits pouvaient encore être dans les parages. Elle devait agir vite. Avec des gestes maladroits mais déterminés, elle glissa ses mains sous les aisselles de l'homme et commença à le tirer. Il était lourd, bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Ses muscles protestaient à chaque centimètre gagné, mais Lia serra les dents et continua. Elle ne pouvait pas le laisser au milieu du chemin. Il y avait une vieille cabane abandonnée, à quelques minutes de marche, un endroit où les chasseurs se réfugiaient parfois lors des tempêtes. Personne n'y allait plus depuis des années. Ce serait un abri temporaire, le temps qu'elle décide quoi faire. Le trajet lui parut interminable. Ses bras tremblaient, son dos la faisait souffrir, et plusieurs fois elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. L'homme gémissait parfois, des sons étouffés qui lui déchirèrent le cœur. Il souffrait, cela ne faisait aucun doute. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, elle aperçut le toit de chaume effondré de la cabane entre les arbres. Encore un effort, encore quelques mètres. Elle parvint à le hisser à l'intérieur, le déposant aussi délicatement que possible sur le sol de terre battue. La cabane sentait l'humidité et le bois pourri, mais au moins, ils étaient à l'abri des regards. Lia s'effondra à côté de lui, haletante, son châle glissant de ses épaules. Elle resta ainsi un long moment, attendant que son cœur cesse de tambouriner dans sa poitrine comme un fou. Puis elle se redressa et examina la blessure. Avec des mains tremblantes, elle souleva le tissu de sa tunique. La plaie était profonde, mais propre, comme si elle avait été faite par une lame affûtée. Elle devait la nettoyer avant que l'infection ne s'installe. Lia déchira un morceau de son jupon et sortit pour trouver de l'eau. Il y avait un ruisseau tout près, elle s'en souvenait. Elle courut, remplit sa gourde et revint aussi vite que possible. Pendant qu'elle nettoyait la blessure, l'homme bougea légèrement. Ses paupières frémirent. Lia retint son souffle. Il allait se réveiller. Que lui dirait-elle? Comment expliquerait-elle sa présence ici? Mais au lieu de s'ouvrir complètement, ses yeux ne firent qu'entrevoir la lumière avant de se refermer. Puis, dans un murmure si faible qu'elle dut se pencher pour l'entendre, il prononça des mots qui la glacèrent jusqu'aux os. « Ne laissez pas, qu'il me trouve. » Sa voix avait cette qualité particulière, ce timbre éduqué que Lia n'avait entendu que chez les nobles et les marchands les plus riches. Ce n'était pas la voix d'un homme ordinaire. Et alors qu'elle reculait instinctivement, son regard tomba sur sa main gauche. La manche de sa tunique déplacée pendant qu'elle le soignait révélait quelque chose qui lui coupa le souffle. Un anneau. Pas n'importe quel anneau. De l'or massif, avec une pierre sombre enchâssée au centre et gravée dessus, même dans la pénombre de la cabane, elle pouvait le distinguer, un symbole qu'elle avait vu sur les bannières lors des processions royales. Lia se figea complètement, son sang se transformant en glace dans ses veines.
Ses mains se mirent à trembler violemment. Non, ce n'était pas possible. Cet homme qu'elle venait de sauver, cet étranger ensanglanté qu'elle avait traîné à travers la forêt et caché dans une cabane abandonnée, ne pouvait pas être ce qu'elle pensait. Elle regarda à nouveau l'anneau, puis le visage de l'homme, puis l'anneau encore une fois. Son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux lui montraient clairement. Qui était-il vraiment? Et surtout, qu'avait-elle fait? Lia passa les 3 jours suivants dans un état de terreur silencieuse. Elle se rendait à la cabane 2 fois par jour, tôt le matin avant l'aube et tard le soir après le coucher du soleil, portant de l'eau, du pain rassis et des herbes médicinales que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître dans sa jeunesse. Chaque fois qu'elle quittait sa maison, elle sentait le poids du regard de ses voisins sur sa nuque. Elle marchait la tête baissée, serrant contre elle un panier qu'elle couvrait toujours d'un vieux tissu, priant pour que personne ne lui pose de questions. Mais le 3e jour, alors qu'elle revenait de la cabane en plein après-midi, elle avait pris un risque. L'homme avait de la fièvre et elle devait changer ses bandages. Elle croisa Bertrand, le voisin dont la femme était morte l'hiver dernier et qui depuis passait son temps à surveiller les allées et venues de tout le monde. Il était adossé contre le mur de pierre de sa propre demeure, un sourire étrange aux lèvres, ses yeux petits et rusés la détaillant de la tête aux pieds. « Bien le bonjour, Lia », dit-il d'une voix doucereuse qui lui donna la chair de poule. « Tu sembles bien occupée ces derniers temps. On te voit partir à des heures étranges avec ton panier. Tu as trouvé un nouveau travail dans les bois ?» Lia sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle força un sourire sur ses lèvres tremblantes. « Je cueille des champignons et des herbes pour les vendre au marché, Bertrand. L'automne est la meilleure saison, tu le sais bien. »« Des champignons » répéta-t-il en hochant lentement la tête, mais son regard disait clairement qu'il ne la croyait pas. « C'est curieux. Hier, je t'ai vu revenir avec ton panier presque vide, mais tu marchais comme si tu portais le poids du monde, et tu étais couverte de sueur, comme si tu avais transporté quelque chose de très lourd. » Le sang de Lia se glaça dans ses veines. Elle chercha désespérément une réponse plausible. « J'ai dû déplacer des branches tombées pour accéder à ma zone de cueillette. La tempête de la semaine dernière a tout bouleversé. » Bertrand plissa les yeux, mais ne dit rien de plus. Il se contenta de hocher à nouveau la tête, ce sourire inquiétant toujours accroché à ses lèvres minces. Lia le salua rapidement et s'éloigna aussi vite qu'elle le put sans courir. Elle savait ce que cela signifiait. Bertrand était le plus grand colporteur de ragots du village. D'ici demain matin, toute la communauté saurait que Lia se comportait étrangement. Les spéculations commenceraient. Les accusations ne tarderaient pas à suivre. Ce soir-là, alors que l'obscurité enveloppait la forêt comme un linceul, Lia retourna à la cabane avec une détermination nouvelle. Elle devait savoir qui était cet homme. Elle devait comprendre dans quoi elle s'était embarquée. Quand elle poussa la porte branlante, elle trouva l'homme assis adossé contre le mur, les yeux ouverts pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé. Leurs regards se croisèrent dans la lumière tremblante de la petite lanterne qu'elle avait apportée. Il était pâle, ses traits tirés par la douleur, mais il était conscient, pleinement conscient. Et dans ses yeux sombres, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une profondeur, une intelligence aiguisée, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. De la peur, peut-être, ou de la méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque, sa main se déplaçant instinctivement vers son côté blessé, comme s'il cherchait une arme qui n'était plus là. « Je m'appelle Lia » répondit-elle doucement, posant le panier sur le sol. « Je vous ai trouvé dans la forêt il y a 3 jours. Vous étiez mourant. Je vous ai amené ici. » Il l'observa en silence pendant un long moment, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait à lire ses intentions les plus secrètes. Puis, lentement, il laissa échapper un long soupir. « Pourquoi avez-vous fait cela ? » ?»« Parce que vous alliez mourir, » dit-elle simplement. « Et parce que laisser quelqu'un mourir quand on peut le sauver, ce n'est pas quelque chose que je pourrais vivre avec. » Un silence pesant s'installa entre eux. Lia pouvait entendre le vent qui sifflait à travers les fissures du toit, et au loin, le ululement d'une chouette. Finalement, l'homme parla à nouveau, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je m'appelle Aidan. Juste un prénom. Pas de nom de famille, pas de titre, pas d'explication. » Lia sentit la frustration monter en elle. « Aidan,
J'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Les gens du village commencent à poser des questions. Un homme m'a vu aujourd'hui, et il sait que je cache quelque chose. Si vous êtes en danger, si quelqu'un vous cherche, je dois le savoir. Aidan détourna le regard, fixant l'obscurité au-delà de la porte ouverte. Sa mâchoire se contracta. Vous ne devez rien savoir. Moins vous en savez, plus vous serez en sécurité. Je vous en supplie, ne me livrez pas aux gardes. Pas encore. Donnez-moi quelques jours pour récupérer mes forces, et je partirai. Vous ne me reverrez jamais. Les gardes, répéta Lia, sentant la panique l'envahir. Vous êtes un criminel? Un fugitif? Non. La véhémence de sa réponse la fit sursauter. Il grimaça de douleur en bougeant trop brusquement. Non, je ne suis pas un criminel. Mais il y a des gens puissants qui ne doivent pas savoir où je suis. S'ils me trouvent ici, dans cet état, faible et sans protection, ils pourraient utiliser cela contre moi, et contre vous aussi, pour vous avoir aidé. Lia sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous ne comprenez pas. Je risque déjà tout en vous cachant ici. Si on découvre que j'ai hébergé un homme, ma réputation sera détruite. On pourrait m'accuser de choses terribles, de sorcellerie même. Les gens sont prompts à condamner dans ce village. Aidan leva enfin les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit une lueur de compréhension dans son regard. Il tendit une main vers elle, hésitant, puis la laissa retomber. Je suis désolé, sincèrement désolé. Vous m'avez sauvé la vie au péril de la vôtre, et tout ce que je vous offre en retour, ce sont des secrets et du danger. Si je pouvais changer cela, alors dites-moi la vérité, l'interrompit Lia, s'agenouillant près de lui. Au moins donnez-moi cela. Qui êtes-vous, Aidan? Il la regarda longuement, et elle vit le conflit qui se jouait derrière ses yeux. Finalement, il soupira. Je suis quelqu'un qui ne devrait pas être ici, caché comme un voleur dans une cabane abandonnée. Je suis quelqu'un dont la présence dans ce lieu pourrait changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Lia sentit les larmes couler sur ses joues. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas... Elle s'arrêta net. Quelque chose avait bougé dehors. Un bruit de pas, peut-être, ou une branche qui craquait. Aidan l'entendit aussi. En un instant, malgré sa blessure, il se redressa, tous ses sens en alerte. Il porta un doigt à ses lèvres, lui ordonnant silencieusement de se taire. Lia éteignit rapidement la lanterne, plongeant la cabane dans l'obscurité totale. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que quiconque se trouvait dehors pouvait l'entendre. Elle resta immobile, retenant son souffle, chaque muscle de son corps tendu comme une corde de lutte. Les pas se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent juste devant la porte. Lia ferma les yeux, priant tous les saints qu'elle connaissait. Mais au lieu d'entrer, la personne resta là, dehors, pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, lentement, les pas s'éloignèrent. Ils attendirent encore longtemps après que le silence soit revenu. Finalement, Aidan se rallongea avec un grognement de douleur. Vous devez partir maintenant, et vous ne devez plus revenir pendant quelques jours. C'est trop dangereux. Et votre blessure? Je survivrai, dit-il fermement. Mais vous, si quelqu'un vous voit entrer ou sortir d'ici à nouveau, vous ne survivrez peut-être pas à ce qui suivra. Lia se leva, les jambes tremblantes. Elle savait qu'il avait raison, mais l'idée de le laisser seul, blessé, dans cet endroit sinistre lui déchirait le cœur d'une façon qu'elle ne comprenait pas. Elle prit la lanterne éteinte et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « L'anneau que vous portez », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je l'ai vu, je sais ce qu'il signifie. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Puis, très doucement, Aidan répondit « Alors vous comprenez pourquoi vous devez m'oublier. » Mais au moment où Lia franchissait le seuil, quelque chose tomba de la tunique d'Aidan avec un bruit métallique sur le sol de terre. Elle se pencha instinctivement pour le ramasser. C'était une broche, en argent finement travaillé, et au centre, gravé avec une précision qui ne laissait aucun doute, brillait le symbole royal, le même qu'elle avait vu sur les bannières lors de la dernière visite du cortège royal au village. Ses doigts se refermèrent sur l'objet, et elle leva les yeux vers Aidan. Même dans l'obscurité, elle pouvait sentir son regard sur elle.
La terreur pure l'envahit alors, une terreur qui lui glaça le sang et lui coupa le souffle. Cet homme n'était pas simplement noble, il était bien plus que cela, et elle venait de le comprendre. Lia passa les jours suivants dans un brouillard d'anxiété et de questions sans réponse. Elle avait caché la broche au fond d'un vieux coffre sous son lit, enveloppé dans un morceau de tissu comme si l'objet lui-même pouvait trahir son secret. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, certaine qu'on frappait à sa porte pour l'arrêter. Mais les jours passaient, et personne ne venait. Pourtant, elle sentait que quelque chose avait changé dans le village. Les regards duraient plus longtemps. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait près des groupes de femmes au puits. Le 5e jour après leur dernière rencontre, Lia décida qu'elle devait se rendre au marché de la ville voisine pour vendre quelques pièces de tissu qu'elle avait tissées pendant l'hiver. Elle avait besoin de l'argent, mais surtout, elle avait besoin de sortir du village, de s'éloigner des yeux scrutateurs de Bertrand et des autres. Elle chargea son panier tôt le matin et prit la route poussiéreuse qui serpentait à travers les collines. La ville était beaucoup plus grande que son village, un dédale de ruelles pavées et de maisons à colombages qui se pressaient les unes contre les autres, comme des dents serrées. Le marché grouillait déjà de monde quand elle arriva, marchands criant leurs prix, enfants courant entre les étals, chiens errants cherchant des restes de nourriture. Lia installa ses tissus sur une petite table qu'elle louait à un vieil homme qui tenait le stand voisin et commença à attendre les clients. Les affaires étaient lentes ce matin-là. Elle vendit 2 pièces de lin à une dame âgée qui marchandait avec acharnement, puis une écharpe de laine à un jeune homme qui semblait pressé. Mais son esprit n'était pas vraiment là. Il était resté dans cette cabane sombre, avec cet homme mystérieux qui portait le symbole royal. Qui était-il vraiment? Un prince en fuite? Un noble déchu? Et pourquoi se cachait-il dans la forêt comme un criminel? C'est alors qu'elle entendit les trompettes. Le son résonna dans toute la place du marché, faisant taire instantanément les conversations. Lia leva les yeux et vit un groupe de soldats en armure qui entrèrent dans la place, leurs bannières flottant au vent. Au centre du groupe marchait un homme en cape rouge orné de broderies dorées, un héros royal. Les gens s'écartèrent sur son passage, formant un cercle autour de lui. « Bonnes gens !» cria le héros d'une voix puissante qui porta dans tout le marché. « J'apporte des nouvelles du château royal. Notre bien-aimé roi, que Dieu le protège, souffre d'une maladie qui l'affaiblit de jour en jour. Dans sa grande sagesse, il a fait venir son neveu, le prince Aidan de Valmont, pour qu'il se prépare à assumer les responsabilités du trône. » Lia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Aidan. Le prince Aidan. C'était donc lui. L'homme qu'elle avait sauvé, qu'elle avait caché, dont elle avait nettoyé les blessures et soigné la fièvre, c'était le futur roi. Son esprit refusait d'accepter cette réalité. Comment était-ce possible? Pourquoi un prince se retrouverait-il seul, blessé, abandonné dans une forêt? Le prince est arrivé au royaume il y a 2 semaines, continua le héros, et il réside actuellement au château royal où il reçoit les enseignements nécessaires pour gouverner notre grande nation. Bientôt, très bientôt, il fera sa première apparition publique devant le peuple, afin que tous puissent voir et connaître celui qui les guidera dans les années à venir. Des murmures excités traversèrent la foule. Une femme près de Lia soupira avec admiration. Un nouveau prince. On dit qu'il est très beau et sage au-delà de ses années. Le royaume a de la chance. Un marchand de fruits renchérit. J'ai entendu dire qu'il vient des terres du Nord, où il a gouverné avec justice et compassion. Notre roi a bien choisi. Lia écoutait, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Si Aidan était au château depuis 2 semaines, comment pouvait-il se trouver blessé dans sa forêt il y a seulement 5 jours? Cela n'avait aucun sens, à moins qu'il ne se soit échappé du château, ou qu'on l'ait attaqué pendant qu'il se rendait dans son nouveau royaume. Les questions tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles dans une tempête. Un jeune garçon, peut-être âgé de 12 ans, vêtu de la livrée du château, distribuait des parchemins avec le sceau royal. Lia en prit un machinalement. C'était une annonce officielle, écrite dans une calligraphie élégante qu'elle avait du mal à déchiffrer. Mais elle reconnut le nom, Aidan de Valmont. Et en bas du parchemin, il y avait un dessin,
un portrait sommaire mais reconnaissable du prince. Le même front haut, la même mâchoire forte, les mêmes yeux sombres et intenses qu'elle avait vus dans la pénombre de la cabane. « Mademoiselle, vous allez bien ?» La voix du vieil homme qui tenait le stand voisin la tira de ses pensées. « Vous êtes toute pâle. Vous devriez vous asseoir. » Lia hocha la tête faiblement et s'assit sur le petit tabouret derrière son étal. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les cacher sous son tablier. Elle devait retourner à la cabane. Elle devait parler à Aidan, non, au prince Aidan. Elle devait comprendre ce qui se passait, mais en même temps, une partie d'elle voulait fuir, quitter le village, oublier tout cela. Elle était une simple paysanne. Elle n'avait rien à faire dans les intrigues de la cour royale. Le reste de la matinée passa dans un brouillard. Elle vendit encore quelques pièces de tissu sans vraiment s'en rendre compte, répondant aux clients d'une voix mécanique. Quand midi arriva, elle rassembla ses affaires et prit le chemin du retour, le parchemin royal plié au fond de sa poche, brûlant contre sa cuisse comme un charbon ardent. Sur le chemin, elle croisa un groupe de soldats qui patrouillaient. Son cœur s'arrêta. L'un d'eux la regarda et pendant un instant terrifiant, elle fut certaine qu'il savait tout. Mais le soldat se contenta de hocher la tête poliment et continua son chemin. Lia pressa le pas, la sueur coulant dans son dos malgré la fraîcheur de l'air automnal. Quand elle arriva enfin au village, le soleil commençait à décliner. Les ombres s'allongeaient entre les maisons, créant des poches d'obscurité qui semblaient se refermer sur elle comme des mâchoires. Elle passa devant la maison de Bertrand et fut soulagée de ne pas le voir. Mais quand elle tourna au coin de sa propre rue, elle s'arrêta net. 2 hommes se tenaient devant sa porte. Ils ne portaient pas d'uniforme militaire, mais leurs vêtements étaient de bonne qualité, et ils avaient cette posture rigide, cette vigilance constante des soldats entraînés. L'un d'eux tenait un parchemin à la main. L'autre scrutait les environs avec des yeux de faucon. Lia recula lentement, se cachant derrière le mur d'une maison voisine. Son sang se glaça dans ses veines. Il la cherchait. Il devait la chercher. Quelqu'un avait parlé. Bertrand peut-être, ou quelqu'un d'autre qui l'avait vu près de la cabane. Elle observa les hommes pendant ce qui lui sembla une éternité. Finalement, après avoir frappé plusieurs fois à sa porte sans obtenir de réponse, ils partirent, se dirigeant vers le centre du village. Lia attendit qu'ils disparaissent complètement de sa vue avant de bouger. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle se mit à courir. Courir vers la forêt, vers la cabane, vers Aidan. Elle devait le prévenir. Elle devait lui dire que des hommes le cherchaient, que leur secret n'en était plus vraiment un. Les branches griffaient son visage, ses jupes s'accrochaient aux ronces, mais elle continuait, le souffle court, le cœur cognant contre ses côtes. Quand elle atteignit enfin la clairière où se trouvait la cabane, elle s'arrêta brusquement. La porte était entr'ouverte. Un mauvais pressentiment l'envahit. Elle s'approcha lentement, prudemment. Puis elle entendit des voix d'hommes, venant de l'intérieur de la cabane. Elle se cacha derrière un arbre, retenant son souffle, tous ses sens en alerte. À travers l'ouverture de la porte, elle pouvait voir des ombres qui bougeaient. 2 hommes, peut-être 3, et au milieu d'eux, elle reconnut la silhouette d'Aidan, debout maintenant, bien que chancelant légèrement. « Votre Altesse » dit l'une des voix, une voix grave et autoritaire. « Vous devez revenir au château immédiatement. Votre absence a été remarquée. » Le conseil commence à poser des questions. Lia pressa sa main contre sa bouche pour étouffer un cri. Ils avaient dit « Votre Altesse ». C'était donc vrai. Tout était vrai. Et maintenant, ils étaient là, dans la cabane, et ils allaient l'emmener. Ils allaient découvrir que c'était elle qui l'avait caché. Et alors tout serait fini pour elle. Lia resta figée derrière l'arbre, son cœur battant si fort qu'elle craignait que les hommes dans la cabane ne l'entendent. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait que regarder et écouter, prisonnière de sa propre terreur. Les voix à l'intérieur continuaient, tantôt basses et menaçantes, tantôt plus fortes, presque suppliantes. « Je vous ai dit que je reviendrai quand je serai prêt », répondit Aidan, et même de là où elle se cachait, Lia pouvait entendre la tension dans sa voix.
Ce n'était plus le ton faible et vulnérable qu'elle avait connu. C'était la voix d'un homme habitué à commander, habitué à être obéi. Je n'ai besoin de personne pour me dire quand et comment je dois retourner au château. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, reprit la voix grave, celle d'un homme plus âgé, semblait-il. Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Le roi s'affaiblit chaque jour. Les nobles s'agitent. Il y a des rumeurs dangereuses qui circulent dans les couloirs du château. Certains disent que vous n'êtes pas digne de la couronne, que vous vous cachez par lâcheté. Un silence pesant suivit ces mots. Lia vit l'ombre d'Aidan se redresser, sa silhouette se raidissant. Lâcheté. Sa voix était glaciale maintenant. J'ai été attaqué sur la route du château. Mes gardes ont été massacrés, tous sauf un qui a réussi à s'enfuir. J'ai été laissé pour mort dans cette forêt maudite. Et vous osez parler de lâcheté ? Un autre homme prit la parole, plus jeune cette fois, sa voix teintée d'inquiétude. Nous savons ce qui s'est passé, mon prince. C'est précisément pour cette raison que vous devez revenir. Celui qui a orchestré cette attaque voulait vous affaiblir, vous faire paraître vulnérable. Si les gens apprennent que vous avez survécu en vous cachant comme un fugitif, que vous avez été secouru par qui d'ailleurs? Qui vous a trouvé? Le silence qui suivit fut assourdissant. Lia sentit ses jambes trembler. Elle voulait partir, courir aussi loin que possible, mais elle était comme paralysée, incapable de détourner le regard de cette porte entr'ouverte. « Personne !» dit finalement Aidan, et le mensonge résonna dans l'air comme une cloche fêlée. Je me suis soigné moi-même. J'ai trouvé cette cabane et j'y suis resté jusqu'à ce que mes blessures guérissent suffisamment pour que je puisse marcher. Mon prince, la voix grave était maintenant presque paternelle. Nous avons trouvé des traces, des bandages propres, de l'eau fraîche, des restes de nourriture qui ne viennent pas de la forêt. Quelqu'un vous a aidé. Nous devons savoir qui. Cette personne pourrait être un témoin, ou pire, un complice de vos agresseurs. Il n'y a personne. La voix d'Aidan claqua comme un fouet. Et même s'il y avait quelqu'un, cette personne m'aurait sauvé la vie au risque de la sienne. Je ne permettrai pas qu'on la traque comme un animal pour avoir fait preuve de compassion. Lia porta sa main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Il la protégeait. Même maintenant, même face à ses propres hommes, il refusait de la trahir. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine, mélange de gratitude et de quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. « Votre Altesse, soyez raisonnable. »« Je suis parfaitement raisonnable, » l'interrompit Aidan. « C'est vous qui ne comprenez pas. Si je reviens maintenant au château et que j'admets avoir été secouru par un paysan, que j'étais si faible que je ne pouvais même pas me tenir debout, que pensera le conseil? Que pensera la noblesse? Que le nouveau prince est un homme fragile, incapable de se défendre, indigne de porter la couronne? La voix grave soupira lourdement. C'est exactement ce que nous craignons, mon prince. C'est pour cela que nous devons contrôler cette histoire. Nous devons présenter les faits d'une manière qui vous serve, qui montre votre force, votre capacité à survivre contre toute attente. Et comment proposez-vous de faire cela? Demanda Aidan. Lia pouvait entendre l'amertume dans sa voix. En racontant que vous avez combattu vos agresseurs avec bravoure, que vous avez été blessé mais que vous avez réussi à vous échapper et à survivre par vos propres moyens, que vous êtes revenu au château dès que vous avez eu la force de marcher. Personne ne doit savoir que vous avez été trouvé inconscient, vulnérable. Personne. Aidan ne répondit pas immédiatement. Lia pouvait imaginer son visage, les traits tendus par le conflit intérieur qu'il vivait. Elle savait ce qu'il ressentait. Elle le voyait dans chaque ligne de son corps, dans la façon dont son ombre s'affaissait légèrement. Il était pris au piège entre l'honneur et la nécessité, entre la vérité et la survie politique. « Et si je refuse ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Alors d'autres prendront votre place, » dit la voix grave avec une froideur qui glaça le sang de Lia. « Le conseil trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il juge plus apte à diriger. Votre oncle le roi peut désirer que vous lui succédiez, mais il n'est plus en position de l'imposer. Le pouvoir est entre les mains de ceux qui sauront le saisir. » Un long silence suivit. Puis Lia entendit des pas lourds, des mouvements à l'intérieur de la cabane. « Très bien, » dit Aidan, et sa voix était celle d'un homme vaincu. « Je reviendrai avec vous. Mais je vous préviens, si quiconque cherche à découvrir qui m'a aidé,
Si quelqu'un fait du mal à cette personne, noble ou paysan, homme ou femme, je vous tiendrai personnellement responsable. Est-ce clair? Parfaitement clair, Votre Altesse. Les pas se rapprochèrent de la porte. Lia paniqua. Elle devait partir maintenant, avant qu'il ne sorte et ne la voie. Mais ses jambes refusaient de bouger. Elle resta là, pétrifiée, alors que la porte s'ouvrait complètement et Kaidan sortait de la cabane, encadré par 3 hommes en uniforme sombre. Pour la première fois, elle le vit debout, dans la lumière déclinante de l'après-midi. Il était grand, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, ses larges épaules redressées malgré la douleur qui devait encore le tourmenter. Ses vêtements, bien que toujours tachés et déchirés, ne pouvaient cacher la noblesse de sa posture. Et son visage, même marqué par la fatigue et la souffrance, c'était le visage d'un homme né pour régner. Il s'arrêta à quelques pas de la porte, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Lia retint son souffle, pressant son corps contre l'écorce rugueuse de l'arbre. Pendant un instant terrifiant, elle crut que leurs regards allaient se croiser. Mais l'un des hommes posa une main sur l'épaule d'Aidan, le pressant de continuer. « Nous devons partir maintenant, Votre Altesse. Nous avons des chevaux qui nous attendent à la lisière de la forêt. » Aidan hocha la tête lentement, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois vers la cabane. Et alors, si doucement que Lia faillit ne pas l'entendre, il murmura « Merci ». Ce simple mot, porté par le vent, traversa la distance entre eux et pénétra dans le cœur de Lia comme une flèche. Elle le regarda s'éloigner, sa silhouette haute disparaissant progressivement entre les arbres, escortée par ses gardes. Et quand il ne fut plus qu'une ombre dans la forêt qui s'assombrissait, elle se laissa glisser le long du tronc d'arbre et s'effondra sur le sol, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle resta là longtemps après que le silence soit revenu, longtemps après que les derniers rayons du soleil aient disparu derrière l'horizon. Dans sa main, elle serrait toujours le parchemin froissé avec l'annonce royale. Demain, le prince Aidan ferait sa première apparition publique devant le peuple. Demain, il redeviendrait celui qu'il était destiné à être, un prince, un futur roi, un homme qui appartenait à un monde auquel elle n'aurait jamais accès. Et elle redeviendrait ce qu'elle avait toujours été, une simple paysanne, avec un secret qu'elle devrait porter seule pour le reste de sa vie. Mais alors qu'elle se relevait péniblement, ses jambes engourdies par le froid et l'immobilité, elle réalisa quelque chose qui lui coupa le souffle. Quelque chose dans la façon dont Aidan avait prononcé ce dernier « merci », dans le regard qu'il avait jeté vers la cabane avant de partir. Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse. Une promesse qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui résonnait dans son cœur comme le son lointain d'une cloche. La nuit était tombée complètement quand Lia quitta enfin la forêt. Et quelque part, dans un château qu'elle n'avait jamais vu, un prince se préparait à affronter son destin. Le jour de l'apparition publique du prince se leva gris et froid, avec un vent mordant qui balayait les rues du village et faisait claquer les volets contre les murs de pierre. Lia n'avait pratiquement pas dormi de la nuit, tournant et retournant dans son lit étroit, son esprit refusant de lui accorder le repos. Elle avait décidé qu'elle n'irait pas, qu'elle resterait chez elle, loin de la foule, loin de lui. C'était plus sage ainsi, plus sûr. Mais quand le soleil atteignit son zénith et que les cloches de l'église commencèrent à sonner, annonçant que le moment approchait, Lia se retrouva malgré elle à enfiler sa meilleure robe, celle qu'elle réservait pour les grandes occasions, et à attacher un châle propre autour de ses épaules. Elle se regarda dans le petit morceau de métal poli qui lui servait de miroir et vit une femme aux yeux cernés, au visage pâle, aux lèvres tremblantes. Une femme qui avait peur, mais qui ne pouvait pas résister à l'appel de son propre cœur. La place principale du village grouillait déjà de monde quand elle y arriva. Il semblait que toute la région s'était déplacée pour voir le nouveau prince. Des familles entières s'étaient rassemblées, les enfants juchés sur les épaules de leur père, les femmes bavardant avec excitation, les hommes discutant de politique et de l'avenir du royaume. Une estrade avait été dressée au centre de la place, drapée de bannières aux couleurs royales, bleu profond et or éclatant. Des gardes en armure étincelante se tenaient à intervalles réguliers, leurs lances brillant sous le soleil pâle. Lia se glissa dans la foule, gardant la tête baissée, tirant son châle autour de son visage pour se cacher.
Elle se positionna vers l'arrière, près de la fontaine, où elle pouvait voir sans être vue. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi était-elle venue? Mais elle connaissait la réponse, même si elle refusait de se l'avouer. Elle devait le voir. Elle devait voir Aidan dans toute sa gloire, dans le rôle pour lequel il était né, afin de pouvoir enfin accepter la réalité et tourner la page. Les trompettes sonnèrent soudain, leur son clair et puissant résonnant à travers la place et réduisant la foule au silence. Un héros en cape rouge s'avança sur l'estrade et déroula un parchemin. « Braves gens du royaume !» cria-t-il d'une voix qui portait jusqu'aux confins de la place. « Voici venu le moment que vous attendiez tous. Je vous présente son Altesse royale, le prince Aidan de Valmont, héritier désigné du trône, protecteur du royaume et futur roi de nos terres. » La foule explosa en acclamations. Des chapeaux furent lancés en l'air. Des femmes agitèrent leurs mouchoirs. Des hommes crièrent leur allégeance. Et puis, il apparut. Aidan émergea d'une grande tente dressée sur le côté de la place, et Lia sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il était transformé. Vêtu d'une tunique de velours bleu sombre brodée de fils d'or, une cape couleur de nuit reposant sur ses larges épaules, une couronne simple mais élégante posée sur ses cheveux bruns, maintenant propres et soigneusement coiffés. Il marchait avec une assurance princière, chaque pas mesuré et délibéré, son visage composé dans une expression de dignité sereine. Rien dans son apparence ne trahissait l'homme blessé qu'elle avait soigné dans une cabane sombre. Il était magnifique, rayonnant, royal. Il monta sur l'estrade et se tourna face à la foule. Ses yeux parcoururent l'assemblée, et Lia se recroquevilla davantage derrière les gens devant elle, priant pour qu'ils ne la voient pas. Mais une partie d'elle, une partie stupide et irrationnelle, espérait qu'il la verrait, qu'il la reconnaîtrait, qu'il lui ferait un signe, même discret, pour lui montrer qu'il se souvenait. « Mes chers sujets », commença Aidan, sa voix forte et claire portant à travers la place sans effort. « C'est avec une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je viens à vous non pas comme un conquérant ou un étranger, mais comme un serviteur de ce grand royaume, prêt à consacrer ma vie à votre bien-être et à votre prospérité. » La foule l'acclama à nouveau. Aidan leva une main pour demander le silence, et le geste fut immédiatement obéi. Lia observait, fascinée malgré elle par la façon dont il commandait l'attention, dont il inspirait le respect sans effort apparent. « Je sais que certains d'entre vous ont des doutes, » continua-t-il. « Certains se demandent si un homme venu des terres du Nord peut vraiment comprendre vos besoins, vos espoirs, vos rêves. Je vous le dis aujourd'hui, je passerai chaque jour de mon règne à apprendre, à écouter, à me battre pour vous. Car un prince n'est rien sans son peuple. » C'était à ce moment précis que cela se produisit. Bertrand, le voisin fouineur, se faufila soudain vers l'avant de la foule, se frayant un chemin avec ses coudes pointus. Lia le vit et son sang se glaça. « Non, non, pas maintenant. Pas ici. »« Votre Altesse !» cria Bertrand, sa voix perçante coupant à travers les murmures admiratifs de la foule. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, une information que vous devez connaître. » Les gardes se raidirent immédiatement, leurs mains se posant sur les poignets de leurs épées. Mais Aidan leva à nouveau la main, les arrêtant. « Laissez-le parler, » dit-il calmement, bien que Lia pût voir une tension nouvelle dans ses épaules. Bertrand se bomba le torse, savourant visiblement l'attention soudaine de toute la place. « Votre Altesse, il y a parmi nous une femme qui a commis un acte des plus scandaleux. Elle a caché un homme dans la forêt, un étranger. Elle l'a gardé dans une cabane abandonnée pendant des jours, loin des yeux du village, loin de la loi et de la décence. » Un murmure choqué parcourut la foule. Les gens commencèrent à se retourner, cherchant du regard la coupable. Lia sentit le monde basculer autour d'elle. Ses jambes se mirent à trembler si violemment qu'elle dut s'appuyer contre le rebord de la fontaine pour ne pas tomber. « Et qui est cette femme ?» demanda Aidan, sa voix neutre, impossible à déchiffrer. « Elle s'appelle Lia », annonça Bertrand triomphalement, pointant un doigt accusateur dans sa direction. « Elle est là, votre Altesse, là-bas près de la fontaine. Elle pensait pouvoir cacher ses péchés, mais la vérité finit toujours par éclater. » Tous les regards se tournèrent vers elle.
Lia sentit le poids de centaines d'yeux sur elle, certains curieux, d'autres scandalisés, d'autres encore cruels et jugeants. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol, cesser d'exister. Mais son corps refusait de bouger. Elle resta figée, paralysée par la honte et la terreur. « C'est vrai !» Une voix de femme s'éleva de la foule, dure et accusatrice. « Tu as vraiment fait ça, Lia? Tu as déshonoré notre village. »« Quelle honte !» cria quelqu'un d'autre. « Une femme de son âge devrait avoir plus de dignité. »« Qui était cet homme ?» demanda un troisième. « Un amant? Un voleur ?» Les questions fusaient de toutes parts, chaque mot comme une pierre lancée contre elle. Lia chercha désespérément Aidan du regard, suppliant silencieusement qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, qu'il dise la vérité. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule, et pendant un instant suspendu dans le temps, elle vit quelque chose passer sur son visage, une lueur de reconnaissance, peut-être même de douleur. Mais puis, comme un rideau tombant sur une scène, son expression redevint froide et distante. Il détourna le regard comme si elle n'était rien, comme si elle n'existait pas. « Je ne connais pas cette femme », dit-il d'une voix claire et ferme qui porta à travers toute la place. « Si elle a commis un acte répréhensible, c'est aux autorités locales d'en juger. Cela ne concerne pas la couronne. » Chaque mot fut comme un coup de poignard dans le cœur de Lia. Elle avait su, quelque part au fond d'elle-même, que cela pourrait arriver. Mais savoir et vivre cette réalité étaient deux choses entièrement différentes. Elle sentit ses jambes céder sous elle, et elle tomba à genoux sur les pavés froids de la place, les larmes coulant librement sur ses joues, incapable de les retenir plus longtemps. La foule autour d'elle ricana, murmura, la montrant du doigt. Bertrand souriait avec satisfaction, savourant son moment de gloire. Et sur l'estrade, Aidan se tenait immobile, regardant droit devant lui, son visage un masque de pierre indifférente. Pas un muscle ne bougea pour la défendre. Pas un mot ne fut prononcé en sa faveur. Lia resta là, agenouillée sur le sol dur, humiliée devant tout le village, devant tout le royaume. Et l'homme qu'elle avait sauvé, l'homme dont elle avait nettoyé les blessures, dont elle avait risqué sa réputation, et peut-être même sa vie pour le protéger, cet homme la regardait souffrir sans lever le petit doigt. Le prince continua son discours, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'existait pas. Et Lia comprit alors, avec une clarté douloureuse qui lui coupa le souffle, que pour lui, pour le monde qu'il représentait, elle n'avait jamais vraiment existé. Les jours qui suivirent l'humiliation publique furent les plus sombres de la vie de Lia. Elle resta cloîtrée chez elle, les volets fermés, refusant de répondre aux coups répétés à sa porte. Les voisines venaient frapper, non pas pour offrir du réconfort, mais pour satisfaire leur curiosité malsaine, pour glaner des détails croustillants qu'elle pourrait ensuite répandre comme du poison à travers le village. Lia les entendait chuchoter de l'autre côté de la porte, leur voix pleine de fausses préoccupations et de véritable malveillance. Le 5e jour, alors que le soleil matinal filtrait à travers les fentes des volets, 3 coups autoritaires résonnèrent contre le bois de sa porte. Ce n'était pas le toc-toc timide des commères, c'était le martèlement ferme de l'autorité. Lia sentit son estomac se nouer. Elle savait ce que cela signifiait. « Ouvrez au nom de la loi !» cria une voix masculine, grave et inflexible. « Lia de Montclair, vous êtes convoquée devant le tribunal du seigneur Martin pour répondre d'accusations portées contre vous. » Lia se leva lentement de sa chaise près du feu mourant. Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait la porte et l'ouvrait. 2 gardes se tenaient devant elle, leur visage dur et impénétrable sous leur casque. Derrière eux, une petite foule s'était déjà rassemblée, attirée par le spectacle comme des mouches vers du miel pourri. « Venez avec nous », ordonna le plus grand des gardes. Immédiatement. Lia n'avait pas le choix. Elle attrapa son châle, l'enroula autour de ses épaules tremblantes et suivit les gardes à travers les rues du village. Chaque pas était une torture. Les gens sortirent de leur maison pour la regarder passer, certains avec pitié, la plupart avec un mélange de satisfaction et de jugement. Elle gardait les yeux rivés au sol, incapable de supporter leur regard. Le tribunal se tenait dans la grande salle du manoir du seigneur Martin, un bâtiment imposant de pierre grise qui dominait le village depuis des générations. Lia y avait été une seule fois auparavant, lors du baptême du fils du seigneur, il y a bien des années.
Elle se souvenait avoir été émerveillée par les hauts plafonds voûtés, les tapisseries somptueuses, les chandeliers en fer forgé. Aujourd'hui, tout cela lui semblait menaçant, oppressant, comme les murs d'une prison se refermant sur elle. La salle était déjà remplie de monde. Les notables du village occupaient les premiers rangs, le maire, le curé, les marchands les plus prospères, les propriétaires terriens. Et là, sur une estrade surélevée, siégeait le seigneur Martin lui-même, un homme corpulent au visage rougeau, connu pour sa sévérité et son manque de compassion envers ceux qu'il jugeait inférieurs. À sa droite, dans un fauteuil légèrement moins orné mais tout aussi imposant, était assis le prince Aidan. Lia sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait pas su qu'il serait là. Personne ne le lui avait dit. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle chercha désespérément un signe de reconnaissance, de remords, n'importe quoi. Mais le visage d'Aidan resta impassible, ses yeux sombres la regardant comme il regarderait n'importe quel étranger, avec une curiosité détachée et froide. « Lia de Montclair », commença le seigneur Martin, sa voix résonnante à travers la salle. « Vous êtes accusée d'avoir caché un homme inconnu, d'avoir agi de manière scandaleuse et contraire aux bonnes mœurs, et d'avoir potentiellement mis en danger la sécurité de notre communauté. Comment plaidez-vous » La gorge de Lia était si serrée qu'elle pouvait à peine parler. « Je n'ai rien fait de mal, monseigneur. J'ai simplement aidé quelqu'un qui était blessé. » Un murmure parcourut l'assistance. Le seigneur Martin leva une main pour réclamer le silence. « Vous admettez donc avoir caché un homme? Un étranger dont vous ne saviez rien? Il était mourant, dit Lia, sa voix se brisant. Je ne pouvais pas le laisser là. C'était un acte de charité chrétienne, rien de plus. De charité? Le seigneur Martin ricana, un son désagréable qui fit frissonner Lia. Ou un acte calculé pour séduire un homme que vous pensiez être de noble naissance dans l'espoir d'en tirer profit? Non, protesta Lia, horrifiée. Jamais. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien attendu en retour. Bertrand se leva alors du public, se pavanant jusqu'au centre de la salle. Monseigneur, si je puis me permettre, j'ai vu cette femme agir de façon suspecte pendant des jours. Elle quittait sa maison à des heures indécentes, portant des provisions. Elle était nerveuse, secrète. Quand je lui ai posé des questions, elle m'a menti effrontément. « C'est faux !» s'écria Lia. « Je ne vous ai rien dit parce que ce n'était pas vos affaires. »« Silence !» tonna le seigneur Martin, frappant son poing sur l'accoudoir de son fauteuil. « Vous parlerez quand on vous le demandera, femme. » Un autre homme se leva alors, un soldat qu'elle ne connaissait pas, avec une longue cicatrice traversant sa joue. « Monseigneur, j'ai patrouillé dans la forêt il y a quelques jours et j'ai vu cette femme près de la vieille cabane de chasse. Elle semblait agitée et regardait constamment autour d'elle, comme si elle craignait d'être suivie. Quand elle m'a vu, elle a pris la fuite. « Je n'ai pas fui », protesta Lia, mais sa voix était faible, désespérée. « J'étais surprise de voir quelqu'un. » Le seigneur Martin se pencha en avant, ses petits yeux porcins fixés sur elle avec une intensité prédatrice. « Dites-moi, Lia de Montclair, qui était cet homme que vous avez caché? Donnez-nous son nom. » Lia regarda instinctivement Aidan. Il la fixait maintenant avec une concentration nouvelle, et elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts serraient les accoudoirs de son fauteuil. Mais il ne dit rien. Il ne bougea pas. Il était prisonnier de son propre rôle, tout comme elle était prisonnière du sien. « Je ne connais pas son nom, » mentit-elle, sa voix à peine audible. Il était inconscient la plupart du temps. Quand il s'est réveillé, il est parti sans rien dire. « Menteuse !» cria quelqu'un dans la foule. D'autres voix se joignirent au chœur d'accusation. « Elle invente des histoires. Elle essaie de nous manipuler. Elle a probablement volé cet homme, ou pire. » Le seigneur Martin leva à nouveau la main pour réclamer le silence. Quand il parla, sa voix était glaciale. « Lia de Montclair, je vous trouve coupable de conduite scandaleuse, de mensonge et de mise en danger de la communauté. Mais plus grave encore, je vous accuse d'avoir tenté de manipuler son Altesse royale en inventant une histoire fantaisiste dans l'espoir de gagner sa faveur et peut-être même de le faire chanter. »« Non !» hurla Lia, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai même pas su qui il était jusqu'à ce qu'il soit déjà parti.
Je vous en supplie, vous devez me croire. » Elle se tourna vers Haïdan, tombant à genoux sur le sol froid de pierre. « Votre Altesse, je vous en prie, dites-leur que ce n'est pas vrai. Vous savez ce qui s'est vraiment passé. Vous savez que je ne vous ai jamais rien demandé, que je vous ai juste aidé parce que c'était la chose juste à faire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers le prince. Haïdan la regardait, et pour la première fois depuis cette horrible journée sur la place publique, elle vit quelque chose dans ses yeux, de la douleur, du conflit, peut-être même du remords. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, comme s'il allait parler. Mais alors le seigneur Marten toussa bruyamment, un son délibéré et significatif. Haïdan tourna la tête vers lui, et quelque chose passa entre les deux hommes. Un regard chargé de menaces et d'avertissement. Quand Haïdan reporta son attention sur Lia, le masque était revenu, froid et impénétrable. « Je ne connais pas cette femme », dit-il, chaque mot prononcé avec une précision douloureuse. « Je n'ai jamais eu de contact avec elle. Si elle prétend le contraire, c'est une menteuse et une opportuniste. » Lia sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose d'irréparable. Ce n'était plus seulement de la trahison, c'était quelque chose de bien pire. C'était l'annihilation de tout ce qu'elle avait cru vrai. Le seigneur Marten sourit, un sourire satisfait et cruel. « Voilà qui règle la question. Lia de Montclair, je vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. En punition, vous perdrez le droit d'exploiter les terres que votre famille cultive depuis 3 générations. Ces terres reviendront à la couronne et seront redistribuées à quelqu'un de plus méritant. De plus, vous paierez une amende de 50 pièces d'or pour avoir osé mentir en présence de son Altesse royale. 50 pièces d'or, c'était une fortune. Plus d'argent qu'elle n'en verrait dans toute sa vie. C'était une condamnation à la misère, à la mendicité, peut-être même à la mort. Lia resta agenouillée sur le sol, trop choquée pour pleurer, trop brisée pour protester. « Le jugement est rendu », déclara le seigneur Marten. « Qu'on la ramène chez elle pour qu'elle rassemble ses affaires. Elle a 3 jours pour quitter le village. » Les gardes la relevèrent, sans ménagement, la traînant vers la sortie, alors que la foule murmurait et pointait du doigt. Et au moment où elle franchissait les grandes portes de la salle, Lia jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Haïdan était toujours assis dans son fauteuil, immobile comme une statue. Mais ses mains serraient les accoudoirs si fort que ses jointures étaient blanches. La nuit tomba sur le château royal comme un linceul noir, étouffant les dernières lueurs du jour et plongeant les vastes couloirs de pierre dans une obscurité oppressante. Dans ses appartements privés, Haïdan se tenait devant la fenêtre, regardant sans vraiment voir les jardins endormis en contrebas. Il n'avait pas touché au repas somptueux qu'on lui avait servi. Il n'avait pas bu le vin fin dans sa coupe en argent. Tout ce qu'il pouvait voir encore et encore comme une image brûlée dans son esprit, c'était le visage de Lia, ses yeux remplis de larmes, sa bouche tremblante, ses genoux heurtant le sol de pierre alors qu'elle le suppliait de dire la vérité. Et lui, il l'avait trahi. Il avait menti. Il l'avait condamné. Un coup ferme à la porte le tira de ses pensées torturées. Il ne répondit pas, mais la porte s'ouvrit quand même. Le seigneur Marten entra, sa corpulence importante remplissant l'embrasure, son sourire satisfait toujours accroché à ses lèvres épaisses. « Votre Altesse », dit-il avec une révérence qui manquait totalement de sincérité, « j'espère que vous êtes satisfait de la façon dont nous avons géré cette situation désagréable. La femme a été jugée et punie. Votre réputation reste intacte. » Haïdan se retourna lentement, et quelque chose dans son regard fit reculer Marten d'un pas. « Satisfait ?» Sa voix était basse, dangereusement calme. « Vous pensez que je suis satisfait ?» Marten déglutit mais maintint son sourire. « Votre Altesse doit comprendre que c'était nécessaire. Si nous avions permis à cette paysanne de répandre ses histoires, si nous avions admis que vous aviez été trouvé inconscient et vulnérable, cela aurait détruit toute crédibilité que vous avez auprès du Conseil. Les nobles vous considèrent déjà comme un étranger. Ils cherchent la moindre faiblesse pour vous écarter du trône. Alors nous sacrifions une innocente pour préserver une illusion ?» demanda Haïdan, sa voix montant maintenant. « Nous détruisons la vie d'une femme qui n'a fait que montrer de la compassion, de la bonté, du courage, avec tout le respect que je vous dois à votre Altesse.
répondit Martène, sa voix se durcissant. Ce n'était pas une innocente. C'était une opportuniste qui essayait de vous manipuler. Qui sait quelles étaient ses véritables intentions? Elle aurait pu être envoyée par vos ennemis. Elle aurait pu chercher à vous compromettre. Elle m'a sauvé la vie, rugit Aïdan, faisant sursauter Martène. J'étais mourant dans cette forêt, abandonné, seul. Elle aurait pu me laisser là, aurait pu me dépouiller et prendre tout ce que j'avais de valeur. Au lieu de cela, elle a risqué sa réputation, sa sécurité, peut-être même sa vie pour me soigner. Et comment l'ai-je remerciée? En la regardant être humiliée publiquement, en restant silencieux pendant qu'on la traînait devant un tribunal truqué, en mentant pour sauver ma propre peau. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tension. Martène le rompit finalement, sa voix maintenant froide comme de la glace. « Si vous admettez la vérité maintenant, Votre Altesse, vous ne détruirez pas seulement votre propre avenir. Vous détruirez la stabilité du royaume. Le roi est mourant. Le conseil est divisé. Les royaumes voisins observent nos faiblesses comme des vautours attendant qu'un animal expire. Si vous montrez la moindre vulnérabilité, ils pourraient décider qu'une guerre serait profitable. Des milliers de gens mourraient, des villages seraient brûlés, des familles seraient déchirées. Tout cela pour sauver la réputation d'une seule femme? Aïdan ferma les yeux, la douleur lui déchirant la poitrine comme une lame chauffée à blanc. Il savait que Martène avait raison, du moins en partie. Il savait que le royaume était fragile, que son règne futur dépendait de la perception de sa force. Mais il savait aussi, avec une certitude absolue et terrible, que ce qu'il avait fait était impardonnable. « Sortez, dit-il d'une voix étouffée. Sortez de ma chambre. Maintenant. » Martène hésita puis s'inclina raidement. « Comme vous le souhaitez, Votre Altesse. Mais rappelez-vous, les choix que nous faisons définissent qui nous sommes. Et parfois, être un bon roi signifie faire des choses terribles pour le bien du plus grand nombre. » Quand la porte se referma derrière lui, Aïdan s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Les larmes qu'il avait retenues pendant des jours coulèrent enfin, silencieuses et amères. Il pensa à Lia, seule dans sa petite maison, préparant ses maigres possessions, sachant qu'elle devait partir, qu'elle n'avait plus de foyer, plus de terre, plus d'avenir. Tout cela parce qu'elle avait eu le cœur de sauver un étranger. Les heures passèrent, longues et torturantes. Aïdan ne dormit pas. Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Il entendait sa voix le suppliant. Il sentait le poids de sa trahison comme une pierre attachée à son cou, le tirant vers le fond d'un océan de culpabilité. Quand l'aube commença à éclaircir le ciel à l'est, projetant des rayons roses et dorés à travers sa fenêtre, Aïdan prit une décision. Il se leva, s'habilla rapidement et sortit de ses appartements. Il descendit les escaliers de pierre, traversa les couloirs déserts, ignorant les gardes surpris qui le saluaient. Il savait où il devait aller. Il savait ce qu'il devait faire. Mais alors qu'il atteignait la grande porte du château, une main se posa fermement sur son épaule. Il se retourna et se retrouva face à face avec le commandant de la garde royale, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Votre Altesse, » dit le commandant doucement mais fermement. « Où allez-vous »« Je dois partir, » répondit Aïdan. « Je dois aller au village. Je dois. »« Vous ne pouvez pas, » l'interrompit le commandant. « Le seigneur Martène m'a donné des ordres stricts. Vous ne devez pas quitter le château sans escorte appropriée. Pas après ce qui s'est passé. »« Je suis le prince, » protesta Aïdan, sa voix montant. « Je n'ai pas besoin de la permission de Martène pour... »« Vous êtes le futur roi, » dit le commandant, et il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Et un roi appartient à son peuple, pas à lui-même. Vos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de votre propre conscience, aussi noble soit-elle. » Aïdan voulut argumenter, voulut le repousser et courir vers le village, vers Lia, pour tout avouer, pour tout réparer. Mais il savait que c'était inutile. Les gardes ne le laisseraient pas passer. Martène s'était assuré de cela. Il retourna dans ses appartements, vaincu, brisé. Et c'est là, assis sur son lit somptueux dans sa chambre dorée, qu'il comprit pleinement le prix du pouvoir. Il avait tout.
La richesse, le statut, le respect, un royaume entier à ses pieds. Mais il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, son honneur. 3 jours passèrent dans un brouillard de réunions et de cérémonies que Aidan traversait comme un fantôme. Il souriait quand on le lui demandait, hochait la tête au bon moment, signait les documents qu'on plaçait devant lui. Mais son esprit était ailleurs, avec une femme aux yeux bruns qui avait eu le courage de faire ce qui était juste quand cela comptait le plus. Le 3e jour au soir, un serviteur vint le trouver avec un message. « Votre Altesse, le seigneur Marten demande votre présence dans la salle du conseil. Il dit que c'est urgent. » Aidan suivit le serviteur à travers les couloirs, son cœur lourd comme du plomb. Dans la salle du conseil, Marten l'attendait avec plusieurs autres nobles, tous arborant des expressions graves. « Votre Altesse, commença Marten, nous avons reçu des nouvelles troublantes. » Il semblerait que le père de la femme, celui de Lia de Montclair, ait été arrêté il y a 2 ans pour une dette qu'il ne pouvait pas payer. Il croupit dans les cachots du château depuis tout ce temps. Aidan sentit son sang se glacer. « Quoi ? C'est une pratique courante, » dit Marten avec un haussement d'épaules indifférent. « Les débiteurs sont emprisonnés jusqu'à ce que leurs dettes soient payées. » Mais maintenant que nous avons confisqué les terres de sa fille, nous nous demandions ce qu'il fallait faire de lui. Aidan comprit immédiatement. C'était un test. Marten voulait voir s'il continuerait à jouer le jeu, s'il resterait le prince docile et obéissant, ou s'il se rebellerait enfin. Il regarda les visages autour de la table, des hommes puissants, des hommes cruels, des hommes qui voyaient les gens ordinaires comme de simples pions dans leur jeu politique. Et quelque chose en lui se brisa définitivement. « Libérez-le », dit-il d'une voix qui ne tremblait pas. « Libérez le père de Lia immédiatement et annulez la confiscation de leurs terres. » Marten sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Je crains que ce ne soit pas si simple, Votre Altesse. Le jugement a été rendu. Si nous le renversons maintenant, les gens poseront des questions. »« Je me fiche des questions !» hurla Aidan, frappant son poing sur la table avec une telle force que plusieurs nobles sursautèrent. « Cette femme a été punie injustement, et maintenant vous me dites que son père souffre aussi ? Assez, cela suffit. » Il se leva, sa décision prise. Il ne pouvait plus vivre avec ce mensonge. Il ne pouvait plus être ce prince, ce roi, cette version de lui-même qui sacrifiait les innocents pour le pouvoir. « Demain, dit-il d'une voix claire et forte, je retournerai au tribunal, et je dirai la vérité, toute la vérité. » L'aube se leva sur le village avec une clarté inhabituelle, comme si le ciel lui-même avait décidé que ce jour devait être différent de tous les autres. Lia était assise sur le petit banc devant sa maison, ses maigres possessions emballées dans un ballot de tissu à ses pieds. Elle n'avait pas dormi de la nuit, incapable de trouver le repos dans cette maison qui ne serait bientôt plus la sienne. Elle regardait le soleil grimper lentement au-dessus des collines, se demandant où elle irait, comment elle survivrait. Mais curieusement, elle ne ressentait plus de colère, seulement une tristesse profonde et résignée, comme un lac gelé au cœur de l'hiver. C'est alors qu'elle entendit le bruit, d'abord lointain, puis de plus en plus proche, le martèlement de sabots de chevaux, le cliquetis d'armures, le son de nombreuses voix. Elle leva les yeux et vit une procession descendre la route principale du village. Des soldats en uniformes royaux, des bannières flottant au vent, et au centre, monté sur un destrier blanc magnifique, le prince Aidan lui-même. Lia sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Que faisait-il ici ? Venait-il s'assurer qu'elle partait vraiment ? Venait-il ajouter une humiliation de plus à toutes celles qu'elle avait déjà endurées ? Elle se leva, prête à rentrer dans sa maison et à fermer la porte, mais la procession s'arrêta directement devant chez elle. Aidan descendit de son cheval avec une grâce féline. Il portait ses vêtements royaux, mais son visage était marqué par quelque chose que Lia n'avait jamais vu auparavant. De l'épuisement, du tourment, et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la détermination farouche. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, il ne détourna pas les yeux. « Rassemblez tout le village », ordonna-t-il à l'un de ses gardes. « Je veux que tous soient présents sur la place principale dans 1 heure. C'est un ordre royal. » Le garde s'inclina et partit au galop. Aidan se tourna alors vers Lia,
qui se tenait figée sur le seuil de sa porte, tremblant malgré elle. « Votre Altesse » murmura-t-elle, incapable de trouver d'autres mots. « Ne dites rien » dit-il doucement, et il y avait une tendresse dans sa voix qui lui coupa le souffle. « Pas encore, attendez juste un peu, s'il vous plaît. » 1 heure plus tard, la place du village était bondée. Tout le monde était là, les familles, les marchands, les artisans, les fermiers, même les enfants. Le seigneur Marten était présent aussi, son visage rouge de colère contenue, entouré de ses propres gardes. Une estrade avait été rapidement érigée au centre de la place, et Haïdan y monta avec une solennité qui fit taire instantanément la foule bruyante. Lia se tenait à l'arrière, essayant de se faire petite, de disparaître dans la masse des corps. Mais un garde l'avait repérée et l'avait conduite, avec une douceur surprenante, vers l'avant de la foule, où elle se retrouva exposée aux regards de tous. Haïdan balaya l'assemblée du regard, puis commença à parler. Sa voix était forte, claire, et portait dans toute la place sans effort. « Peuple de ce village, dit-il, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas en tant que prince, mais en tant qu'homme. Un homme qui a fait une terrible erreur. Un homme qui a laissé la peur et l'ambition étouffer ce qu'il savait être juste et vrai. » Un murmure parcourut la foule. Le seigneur Marten fit un pas en avant, mais les gardes d'Haïdan le bloquèrent discrètement. Haïdan continua, son regard se posant maintenant directement sur Lia. « Il y a quelques semaines, j'ai été attaqué sur la route qui menait à ce royaume. Mes gardes ont été tués. J'ai été laissé pour mort, blessé et seul dans la forêt. J'aurais péri là-bas, abandonné et oublié, si une femme courageuse ne m'avait pas trouvé. » La foule retint son souffle collectivement. Tous les regards se tournèrent vers Lia, qui sentit ses jambes trembler sous elle. « Cette femme, » continua Haïdan, descendant maintenant de l'estrade et marchant lentement vers elle, « m'a sauvé la vie au péril de la sienne. Elle m'a soigné, nourri, caché des dangers qui me poursuivaient. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne m'a rien demandé en retour. Elle a agi par pure bonté, par compassion humaine, par un sens de l'honneur que peu de nobles que je connais possèdent. » Il s'arrêta directement devant Lia maintenant, et elle pouvait voir les larmes qui brillaient dans ses yeux. Sa voix se brisa légèrement quand il reprit la parole. « Et comment l'ai-je remerciée ? En la trahissant, en la reniant, en restant silencieux pendant qu'elle était humiliée et condamnée pour le crime d'avoir eu un cœur trop généreux. J'ai laissé ma peur des jugements politiques, ma crainte de paraître faible, détruire la vie de l'unique personne qui m'a montré une véritable noblesse d'âme. » Il tomba à genoux devant elle, ce prince magnifique, ce futur roi, s'agenouillant sur les pavés poussiéreux de la place du village devant une simple paysanne. La foule laissa échapper un cri collectif de stupéfaction. « Lia de Montclair, dit-il, sa voix maintenant pour elle seule bien que tous puissent l'entendre. Je vous demande pardon. Non pas comme un prince demande pardon à un sujet, mais comme un homme demande pardon à quelqu'un qui l'a profondément blessé. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Je ne peux pas effacer votre douleur. Mais je peux dire la vérité, enfin, et laisser le royaume juger de ma valeur en fonction de cette vérité. » Lia ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'était quelque chose de plus complexe. Un mélange de soulagement, de tristesse, et de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Haïdan se releva et se tourna vers le seigneur Marten, qui était maintenant aussi pâle qu'un fantôme. « Seigneur Marten, je déclare nul et non avenu tous les jugements portés contre Lia de Montclair. Ses terres lui sont immédiatement restituées. L'amende est annulée. Et son père, qui a été injustement emprisonné pour dette, sera libéré aujourd'hui même et ramené ici avec tous les honneurs. Votre Altesse, protesta Marten d'une voix étranglée, vous ne pouvez pas. Je peux, l'interrompit Haïdan, sa voix maintenant dure comme l'acier. Et je le fais. De plus, toute personne dans ce village qui a participé à l'humiliation de cette femme devrait avoir honte. Vous avez été prompte à juger, prompte à condamner, prompte à détruire la réputation de quelqu'un sans connaître les faits. Vous devriez tous réfléchir à ce que cela dit de vous. Il se tourna vers Bertrand, qui essayait de se fondre dans la foule. Et vous, Bertrand, qui avez si joyeusement répandu des calomnies et des mensonges, vous paierez une amende de 20 pièces d'or pour diffamation.
Cet argent ira à Lia en compensation pour les souffrances que vous avez contribué à lui infliger. » Puis Aidan fit quelque chose que personne n'attendait. Il retira la cape royale de ses épaules et la tendit à un garde. Il défit le lourd collier d'or qui marquait son rang et le posa sur l'estrade. Et il se tourna vers la foule. Un homme simple maintenant, dépouillé de tous les symboles du pouvoir. « Je suis venu dans ce royaume pour être votre prince, pour devenir votre roi, dit-il, sa voix résonnant d'une émotion brute. Mais un roi qui ne peut pas défendre les innocents, qui sacrifie la justice pour le pouvoir, qui laisse la peur dicter ses actions, ce n'est pas un roi digne de ce nom. La couronne ne devrait pas appartenir à celui qui peut mentir le plus facilement, mais à celui qui peut dire la vérité même quand cela lui coûte tout. » Il regarda Lia à nouveau, et dans ses yeux, elle vit tout ce qu'il ne pouvait pas dire devant cette foule. Le remords, le respect, et peut-être, juste peut-être, les prémices de quelque chose de plus profond. « Le roi, mon oncle, m'a choisi comme héritier, » continua Aidan. « Mais je ne suis digne de cet honneur que si je peux le mériter par mes actions, pas par mes mensonges. Aujourd'hui, je choisis l'honneur. Et si cela signifie que je perds la couronne, qu'il en soit ainsi. » Un silence absolu tomba sur la place. Puis, lentement, un homme dans la foule commença à applaudir. Puis un autre. Puis une femme. Et bientôt, toute la place résonnait d'applaudissements, de cris d'approbation, de louanges pour le prince qui avait choisi la vérité plutôt que le pouvoir. Seul le seigneur Martin restait silencieux, son visage tordu par la rage. Il tourna les talons et quitta la place, ses propres gardes le suivant piteusement. Quand le bruit se calma finalement, Aidan s'approcha à nouveau de Lia. Cette fois, il lui tendit la main, une simple offre de connexion entre deux êtres humains égaux. « Je ne peux pas défaire le passé, » dit-il doucement. « Mais peut-être, si vous le permettez, puis-je essayer de construire un meilleur avenir ?» Lia regarda cette main tendue, la main d'un prince, mais aussi la main d'un homme qui avait appris une leçon douloureuse sur le prix de l'intégrité. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à toute la douleur, à toute l'humiliation. Et elle pensa aussi à l'homme qu'elle avait soigné dans cette cabane sombre, à la vulnérabilité qu'elle avait vue en lui, à la gratitude qu'elle avait entendue dans son dernier « merci ». Lentement, elle prit sa main. La foule explosa à nouveau en acclamations, mais ni Lia ni Aidan ne les entendaient vraiment. Ils se regardaient simplement, deux âmes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties changées. Mais peut-être, juste peut-être, avec la possibilité de quelque chose de nouveau et de vrai. Quelques jours plus tard, quand le père de Lia fut ramené au village, amaigri mais souriant, quand leurs terres leur furent officiellement restituées, quand Bertrand eut payé son amende avec un visage aigri, Lia et Aidan se retrouvèrent seuls dans la cabane abandonnée où tout avait commencé. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Lia doucement. Aidan regarda autour de lui, à cette cabane qui avait été à la fois son salut et le théâtre de sa plus grande honte. « Je vais retourner au château. Je vais assumer mes responsabilités en tant que prince, mais je le ferai différemment. Je ne laisserai plus jamais la peur ou l'ambition me faire trahir ce qui est juste. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une question non formulée. Mais Lia secoua doucement la tête. « Je ne peux pas vivre à la cour, dit-elle, sa voix teintée de tristesse mais aussi de résolution. Ce n'est pas mon monde. Je ne saurai jamais comment naviguer dans ces intrigues, ces jeux de pouvoir. J'étoufferai là-bas. Je sais, dit Aidan, et il y avait une acceptation mélancolique dans sa voix. Mais sachez que vous avez changé ma vie. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment le courage, l'honneur, la compassion. Ces leçons, je les porterai avec moi pour le reste de mes jours. » Ils restèrent là un long moment, silencieux, sachant que c'était un adieu même si ni l'un ni l'autre ne prononçait le mot. Puis Aidan prit délicatement la main de Lia et y déposa un baiser doux, respectueux. « Merci », murmura-t-il, « pour tout. » Et puis il partit, marchant vers son destin royal, vers un royaume qui l'attendait. Lia le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette sur l'horizon. Elle ne pleurait pas. Son cœur était en paix d'une façon qu'elle n'aurait jamais cru possible après tout ce qui s'était passé. Elle avait perdu l'amour qui aurait pu être, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux,
le respect de soi, la certitude d'avoir agi avec intégrité et la connaissance qu'elle avait changé le cours d'un royaume en restant fidèle à elle-même. Et parfois, c'était suffisant. Les années passèrent. Aidan devint roi et gouverna avec sagesse et compassion, toujours se souvenant des leçons apprises dans une cabane sombre. Lia resta dans son village, cultivant ses terres, aidant ses voisins, vivant une vie simple mais digne. Ils ne se revirent jamais. Mais dans les nuits silencieuses, chacun pensait parfois à l'autre, non pas avec regret, mais avec gratitude pour ce moment bref mais transformateur où leurs chemins s'étaient croisés et avaient changé leur vie à jamais.